10e interview basket fait par Ben, donc par moi du coup. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir monsieur Frédéric Hainaut, coach à l'UBCA. Donc déjà, merci beaucoup Fred d'avoir accepté de répondre à mes questions. Le plaisir est partagé. Bon bah super. Comme les 5 personnes qui sont passées avant, j'ai une liste de 10 questions à te poser aujourd'hui. Des questions éparpillées sur ta partie joueur, parce qu'il y en a eu une. Des questions sur la partie entraîneur et 2-3 petites questions plus anodines sur la fin. Donc on commence sur la partie joueur. Oui. Donc ça me semble intéressant d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de souvenirs ou qui n'en ont jamais vu, je ne sais pas. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Déjà, avant de même parler de partie joueur, comment le basket a commencé à entrer dans ta vie? Comment ça s'est passé? Le basket est arrivé dans ma vie par le collège parce que j'avais un enseignant qui était très basket. Et l'avantage quand on fait 1m75 en 6e, on est vite repéré. Donc moi je jouais au foot, avec peu de réussite d'ailleurs. Je jouais au foot avec peu de réussite et quand je suis arrivé en 6e, mon professeur de sport m'a tout de suite engagé dans l'équipe UNSS. Alors je connaissais pas du tout ce sport, mais vraiment pas du tout. Donc les premiers pas ont été très compliqués, mais j'ai très vite accroché. D'accord. Je vois que derrière nous, on a le maillot que tu as pu porter. Numéro 12. Moi, la question qui me vient, c'est comment était Frédéric Hainaut comme joueur? Il y a eu plusieurs périodes parce que j'ai été débutant quand j'ai commencé à peu près à l'âge de 11 ans, 12 ans. J'ai pratiqué en UNSS la première année, je suis arrivé assez vite au club, donc j'étais un grand gabarit, j'étais grand de bonheur, débutant, donc les premières années un peu compliquées, j'ai eu du mal. Après j'ai rencontré des entraîneurs qui m'ont fait progresser. On m'a souvent reproché d'être grand et de pas trop approcher le panier. Certainement de mon gabarit de l'époque. Et puis très vite, j'ai eu le peu d'habilité que j'avais, c'était surtout un petit peu d'adresse. Donc je me reposais un peu trop sur ce secteur-là. Donc voilà, on me disait souvent que je mettais rarement les pieds dans la raquette. Du coup, donc, ça commençait par l'UNSS, par le collège. Ensuite, il y a eu les années club. Comme tu l'as dit, même si tu as un gabarit assez grand, tu te reposais beaucoup sur tes tirs extérieurs, etc. Est-ce que dans toute cette carrière-là, il y a un événement marquant en tant que joueur? Que ce soit un match gagné, un titre remporté? Ouais, oui. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a forcément qui reviennent. Quand je suis sorti de cadet, ma première année senior, on m'a donné l'opportunité de jouer avec l'équipe première. Alors, même si je jouais peu, c'était des grands souvenirs, d'avoir pu côtoyer les joueurs de l'équipe première et puis de jouer aussi. Donc ça reste quelque chose d'important pour moi. Et puis après, par la suite, quand j'ai été chercher un peu plus de temps de jeu avec l'équipe 2, eh bien, on a été, à l'époque, l'équipe 2 était au niveau départemental. L'année où on a gagné le championnat départemental, à une époque où il y avait un vrai championnat départemental, on est monté en région. Et voilà, avec une équipe qui ensuite a fait qu'on a continué avec l'équipe régionale. À l'époque, le coach était Stéphane Renaud. Et puis j'avais quelques coéquipiers illustres comme Eric Ferrari et Damien Bidot. Des personnes connues. Un petit peu sur le secteur. En transition, on passe à la partie entraîneur. Donc, à 26 ans, tu arrêtes de jouer au basket. Oui, tu arrêtes de jouer au basket. Oui. Tu passes entraîneur, coach. Et ta première équipe, en tant que juste coach, je parle, c'est l'équipe pour laquelle tu as joué juste avant. Donc, tu as en fait coaché tes coéquipiers, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, tu as coaché par exemple Eric Ferrari, Damien Bidot, ces joueurs-là. Oui. Comment, avec des années de recul, tu perçois ce début de carrière d'entraîneur? Difficile, pas difficile? Non, alors, il y avait pour moi le fait qu'il y avait une très belle équipe. Donc, on a d'ailleurs, sur cette première expérience, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a tout déclenché, c'est que sur cette première année-là, on est champion. On finit champion de Régional 2, on monte au niveau Régional 1. Donc, c'est une belle expérience. Avec le recul, je me dis que ce qui m'a préservé cette année-là, c'est que je ne savais rien. Et que si c'était à refaire, je crois que maintenant, avec le recul que j'ai, je le ferais certainement pas. Mais malgré tout, c'est une super expérience, là, une belle année. Mais oui, c'est des moments, des beaux moments. Cependant, donc, j'ai dit que tu as arrêté le basket à 26 ans, que tu prends, on va dire vraiment le coaching à 100% à ce moment-là. Cependant, tu commences réellement à coacher à 16 ans. Oui. Quand tu as 16 ans. Donc, ça fait plus de 22 ans que tu entraînes. Des écoles de basket, des jeunes, des seniors. Est-ce que tu peux
essayer de me faire un top 3. Je sais que c'est très difficile parce qu'on a toujours des affinités qui se créent avec des joueurs, etc. Mais est-ce que tu as un petit top 3 des équipes que tu as pu avoir? C'est très compliqué, c'est très très compliqué, mais je vais quand même réussir à le faire. Alors forcément, je vais citer la première équipe senior que j'ai entraînée, puisque je pense que celle qui a lancé un peu l'histoire. Donc c'est cette équipe qui était au niveau régional 2 et qui est montée en régional 1 cette année-là. Je vais avoir une vraie petite pointe de nostalgie sur l'équipe Cadet France, puisque j'ai quand même été 10 ans sur le championnat Cadet France, avec la génération 96-97, avec Simon Eniouf, Brice Rousseau, il y en a encore plein, avec laquelle on a accédé à la poule haute. C'était pas une équipe qui était du tout prédestinée au départ à avoir ces ambitions-là, mais le groupe a fait qu'on a justement pu accéder à ce niveau de pratique. Donc forcément. Et puis, je vais quand même aussi forcément citer l'équipe pré-nationale, c'est le même groupe que cette année, avec qui j'avais beaucoup d'appointance, avec des joueurs que j'ai eu, je pense notamment à Thomas Dejoux, que j'ai eu de U7 jusqu'à senior, et puis à mon fidèle joueur parmi les fidèles, qui est Simon Grossi, que j'aurais coaché en cadet, que j'aurais coaché en équipe 3, que j'aurais coaché en équipe 2 et qui est arrivé avec moi en équipe première. Donc je crois que c'est le joueur, avec les 2 joueurs que j'aurais peut-être les plus coachés dans ma carrière et pour qui j'ai une sympathie toute particulière, on va dire. Ok, donc ces 3 équipes-là. Donc la toute première, la génération Cadet France, c'est l'équipe du Voilà, et puis cette équipe-là avec un capitaine emblématique et des joueurs comme forcément notre Romain Lavédrine national et puis Mathieu Bougon que j'aurais aussi eu pas mal d'années. Tout à l'heure, je t'avais demandé de me décrire en tant que joueur. Est-ce que tu peux te décrire comme entraîneur? Si tu as 3 petits mots qui peuvent te décrire comme entraîneur. Je sais que personnellement, il y aura le mot défense. Ça fait 1. Voilà, je suis évidemment un coach, tu sais ce qu'il en est, puisque tu m'as eu comme coach très récemment. Oui, forcément, je suis un coach qui est très très attaché à la défense parce que j'estime que c'est vraiment, et c'est souvent le liant d'un collectif. Donc, c'est dans ma nature. Je pense honnêtement pouvoir dire qu'il y a le mot bienveillance qui viendra avec ça. Je pense que je suis quelqu'un qui essaye d'être bienveillant avec ses joueurs, qui fait attention à ses joueurs. Et après, je cherche le troisième. Je cherche le troisième. Parfois bavard, peut-être. Parfois bavard. Certains joueurs souriront en entendant ça, certainement. Le 11 octobre 2018, dans le groupe WhatsApp qui est la pré-nationale, on reçoit un message qui est qu'on a une réunion le jeudi soir, une réunion d'organisation. Pour ma part, je pensais qu'on allait tous avoir le droit de mettre une baffe à Simon Grossi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce soir-là, tu nous annonces que c'est ton arrêt pour cette aventure-là, pour toi avec nous. Moi, du recul que j'ai aujourd'hui, c'est vrai que je me rappelle très bien du moment et je n'ai jamais vu un regard aussi vide venant de ta part. Est-ce que ce moment-là, c'est une question pure curiosité que j'ai, est-ce que ça n'a pas été le moment le plus dur de ces années d'entraîneur, d'annoncer à l'équipe là que c'est fini? C'est évidemment le moment le plus dur. C'est évidemment le moment le plus dur parce que, alors il y a des moments durs dans une carrière d'entraîneur. Les défaites, les défaites font mal, mais on est toujours obligé de rebondir. Après, on a toujours en se disant qu'on a la capacité de corriger le tir. Là, le moment où je sais que je peux plus m'entraîner parce que les problèmes de santé faisant que je ne peux plus être sur le banc. Ouais, c'est un vrai déchirement, surtout avec ce groupe que j'ai tout particulièrement à cœur. Je sais que l'aventure se termine, donc je sais aussi que c'est un tournant aussi dans ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que je sais que je vais forcément bifurquer sur d'autres occupations au sein du club, au sein de tout ce que je fais au sein du basket. Je reste dans le basket, mais oui, c'est le moment clairement le plus dur de ma carrière. Comme tu dis, peut-être le seul moment où les mots m'ont manqué. Voilà, c'est rare, mais c'est arrivé une fois. Parce que souvent, après, de mes souvenirs que j'ai,
des joueurs qui sont passés par toi, qui étaient souvent tristes quand une aventure se terminait. Tu leur disais souvent, ne soyez pas tristes que ça soit terminé, mais soyez heureux que ça ait eu lieu. Si je ne me trompe pas, c'est cette phrase-là que tu disais souvent. Voilà. C'est la phrase que moi je me suis dit le jeudi soir. Je dis toujours que ça sera l'épitaphe sur ma pierre tombale. C'est ça. On passe aux 3 dernières petites questions plus anodines. Moi, quand on se balade dans les gymnases hors nous, dans la région, on a l'image que Frédéric Hainaut, c'est un coach sympa, il s'entend bien avec les arbitres, etc. La stat dit que dans les 12 dernières années, tu n'as pris qu'une technique. Cependant, on me dit dans l'oreillette qu'en 2006, tu as cette petite ligne sur ton CV, sur ton palmarès basket de 3 techniques en 4 matchs et de passer un match en tribune pour voir ton équipe jouer. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur ce passage Alors, l'avantage quand on vieillit dans une structure, c'est que les gens oublient. Merci de rappeler ces heures sombres. Alors, autant je peux faire preuve maintenant de recul, enfin j'ai fait preuve de recul vis-à-vis de l'arbitrage et j'ai vraiment évolué là-dessus, mais quand j'ai commencé à travailler dans ce métier et à entraîner, je n'avais pas du tout ce recul. J'étais plutôt un coach très bouillant, avec l'impatience de la jeunesse. Et j'étais quelqu'un qui pouvait effectivement être assez dur à gérer vis-à-vis des arbitres. Et la petite anecdote sur ces 4 techniques en 3 matchs, c'est que après ça, j'ai vécu effectivement un match à Camp Nord, en pré-national, dans les tribunes, et ça a été un déclic pour moi. Je me suis toujours dit que je voulais plus jamais revivre ce que j'avais vécu, que c'était un exemple, un mauvais exemple. Que de par ma position de professionnel de l'activité, je ne pouvais plus donner ça. Et jusqu'à l'Open de l'année dernière, j'ai effectivement traversé 12 années en prenant qu'une seule technique. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment fait mal, d'ailleurs, de prendre cette technique que je jugeais sévère. Mais oui, j'ai eu cette période trouble. Bon, avec l'âge, sévère. Voilà. Dans toute cette vingtaine d'années de coaching, tu as quand même côtoyé c'est parti du niveau départemental, j'imagine, jusqu'à des niveaux plus élevés, national 3, pré-national, élite en régional. Est-ce que, même si c'est très difficile comme question parce qu'on ne peut pas comparer des filles à des gars, des U17 avec des U13, mais est-ce qu'au final tu peux réussir à me dire quelle équipe faisait vraiment partie d'un niveau au-dessus? Dans le sens, dans le championnat, dans le niveau du championnat, dans le niveau de l'intensité, dans les entraînements, dans la mentalité de l'équipe, laquelle équipe était... Est-ce qu'il y avait vraiment une équipe qui sortait du lot de tout ça? Est-ce que... Il y a forcément ce qui me vient en tête et qui est assez récent dans mon histoire, c'est la deuxième partie de saison avec les cadettes sur la génération 2000-2001. Saison 2016-2017. Voilà, c'est ça. Avec quelques 2002 d'ailleurs surclassés. Donc ça, c'était une équipe qui, à un moment donné, j'ai senti vraiment prendre vraiment une place dans un championnat et être au-dessus du lot. Ça, c'est vraiment, pour la petite anecdote, quand on gagne la finale, on gagne une finale très serrée face à l'équipe Léo de Rouen, il me semble. On a été malmené par une équipe très athlétique, on a été assez inhibé par une forme de pression, mais pour autant, au fond de moi-même, je sentais que on allait quand même gagner, qu'il pouvait pas nous arriver, enfin voilà, que l'histoire pouvait pas se terminer comme ça parce que l'équipe était vraiment, je sentais l'équipe vraiment dans un épanouissement presque optimum. Après, moi je suis un coach qui suis très d'un naturel inquiet. C'est-à-dire si on me demande, peu importe contre qui je joue, au fond de moi-même, maintenant je peux le dire, je suis toujours persuadé qu'on va perdre. Et c'est certainement ce qui a fait que je travaille de façon scrupuleuse et consciencieuse parce que je suis inquiet, je suis jamais serein. D'ailleurs, Romain Lavedrine me disait souvent, Fred, t'inquiète, mais moi je m'inquiète tout le temps. Donc je suis toujours quelqu'un de... Faut pas me demander pour retrouver le moral parce que je pense qu'on va toujours perdre. Donc c'est pour ça que je redouble de vigilance et de travail. Donc c'est une question un peu compliquée pour moi parce que voilà. Peut-être dans mes premières années, notamment cette première équipe là, où là j'avais une forme d'insouciance parce que l'ignorance me préservait. Voilà, l'ignorance me préservait. Pour cette dernière question, on te voit souvent dans les gymnases. Tu suis aussi les événements sportifs, que ce soit télévision, enfin les grands événements, basket, foot, etc. D'ailleurs, tu fais encore partie des 10 supporters de Marseille en France. Est-ce que tu as un modèle sportif, tout sport confondu, une personne qui t'inspire peut-être plus
qu'une autre, que ce soit un entraîneur, que ce soit un joueur ou un directeur sportif, peu importe? Est-ce qu'il y a une personne où tu te dis j'aimerais bien suivre ses pas? Alors, il y a, suivre ses pas, donc ça, forcément, il y a un modèle pour moi dans le sport moderne qui est Greg Popovich, pour plusieurs raisons, sur sa capacité à durer dans une structure, ce qui est très rare à haut niveau, hein. Arsène Wenger l'avait fait à Arsenal, mais aussi pour sa capacité à avoir placé l'institution au-dessus des personnes. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur, et c'est quelque chose que je défends. C'est que l'institution est au-dessus des personnes et qu'après le départ des personnes, l'institution doit continuer d'exister. Donc en ça, c'est vraiment mon modèle. Quand notre ami Cyril nous a quittés sur la structure, hein, c'était quelqu'un pour moi qui était très important, professionnellement, mais aussi d'un point de vue humain, hein, c'était plus qu'un ami, hein, c'est mon témoin de mariage, c'est mon frère d'armes, c'est presque un frère. Donc pour autant, j'ai toujours défendu le fait que même après son départ, la structure était au-dessus de ça. Et comme moi, le jour où je ne serai plus là, et je pense toujours que la structure est au-dessus des personnes. Donc en ça, c'est vraiment mon modèle. Et la deuxième personne sur le sport de haut niveau, celle qui me laisse le plus admiratif, c'est Usain Bolt. Parce que je trouve que c'est vraiment le sportif qui a rayonné sur son activité et qui l'a vraiment révolutionné. Donc c'est vraiment les deux personnes que j'ai en modèle. Alors je ne serai jamais par contre Usain Bolt. Et ça, les gens qui me connaissent un peu le savent d'autant mieux, mais voilà. Donc l'institution doit rester au-dessus des personnes. Cependant, maintenant, on va pas se le cacher, c'était pas trop chiant de coacher des mecs du style Romain Lalline qui parlent tout le temps, des Christophe Laurier qui font des blagues de merde, des Simon Grossi qui vident des bouteilles d'eau sur des arbitres, et Dominique Ampodo qui disent 10 minutes avant, en fait, moi je serai pas là, j'ai mal au genou ce soir. C'était pas trop chiant de coacher cela. Alors, je me suis quand même aperçu que depuis que je ne les coachais plus, ma barbe blanchissait beaucoup moins vite. Ça, c'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Hein, mais non, c'est justement ce qui fait la beauté de notre métier. C'est des personnes qui sortent de l'ordinaire et qui nous laissent des souvenirs. C'est la richesse du métier, c'est justement la capacité. Je dis toujours qu'un entraîneur, il a la chance de travailler avec la matière première humaine. Et c'est la plus belle des matières. Et c'est aussi la plus dangereuse. Ouais. Mais c'est plutôt, voilà, ça me manque plus qu'autre chose. Ouais. C'était la 6e interview basket. Fait par Ben, donc pas mal du coup. Merci monsieur Frédéric d'avoir accepté encore une fois de répondre à mes questions. Et je vous donne du coup rendez-vous mardi prochain pour une autre vidéo d'une prochaine interview basket fait par Ben, donc par moi du coup.